Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la montagne alien. Se pourrait-il que ce rocher au Sri Lanka cause le plus grand bouleversement sur l'origine de l'homme? La montagne alien, comme elle a été surnommée, s'élève de la jungle humide du Sri Lanka, ressemblant presque à une immense piste d'atterrissage. Et selon une étude récente d'une grotte inquiétante sur la montagne, cette dernière pourrait abriter la plus ancienne trace des humains sur Terre. Les scientifiques pourraient avoir trouvé des preuves d'une activité humaine datant de 500 000 ans. Et normalement, à l'époque, l'homme moderne n'était pas vraiment censé exister. Le docteur Aravinda Sumaratna est le PDG de l'unité de recherche en astrobiologie et sciences de la Terre d'Asie du Sud. Et leur objectif est de découvrir des preuves d'origine extraterrestre des premières formes de vie sur Terre. Et pour cela, il ne regarde pas le ciel, mais dans le sol. Son domaine de prédilection est la paléontologie, en cherchant notamment des preuves dans le passé néolithique de l'humanité. La recherche du docteur l'a conduit à la montagne alien, où lui et son équipe ont découvert des pétroglyphes associés au peuple néolithique. Sa découverte était tellement controversée que la communauté scientifique l'a pratiquement ignorée. Et la montagne alien est également appelée la roche circulaire de Danigala. Elle a gagné son surnom car c'est apparemment un point chaud très populaire pour les observations d'ovnis. Les locaux croient que des ovnis se rassemblent dans le ciel au-dessus de la montagne, presque comme s'ils y étaient attirés. Mais au-delà de cela, on a des preuves d'activité humaine ici depuis au moins 125 000 ans. Ça remonte à très très longtemps. Certains des premiers chasseurs du monde ont vécu dans cette partie du Sri Lanka. Il y a même eu des suggestions que les ancêtres des cultures Védas étaient au Sri Lanka il y a 500 000 ans. Le problème, c'est que l'être humain moderne n'est pas censé être apparu qu'il y a environ 300 000 ans. Ce qui pourrait encore une fois remettre à zéro notre compréhension de l'évolution humaine. Mais regardons ce qui a été trouvé par le docteur Aravinda sur la pente nord-ouest de la montagne alien. Les scientifiques ont découvert des gravures très anciennes, connues sous le nom de Bind Runes, une série de gravures étranges qui ressemblent à des runes vikings, mais qui représentent des humains, des animaux, des signes géométriques et des figures anthropomorphiques. Les chercheurs pensent qu'elles ont été faites par une société qui a disparu il y a des milliers d'années de cela. Les pétroglyphes, presque érodés, pourraient représenter des croyances religieuses qui ne seront jamais comprises par des gens modernes. Ils pourraient même représenter un système de calcul astronomique utilisé par des observateurs d'étoiles préhistoriques. Ils ajoutent plutôt aux preuves croissantes que des humains étaient au Sri Lanka depuis des centaines de milliers d'années, défiant apparemment ce que la science nous dit sur l'évolution. Des preuves bien plus concrètes doivent être apportées, mais de plus en plus de scientifiques s'intéressent spécifiquement à ce lieu. Le retour des monolithes. L'un des plus grands mystères de l'année 2020, et il y en a eu beaucoup, vient juste de réapparaître. Les monolithes sont de retour, et vous savez exactement de quoi je parle. En novembre 2020, un mystérieux monolithe métallique a été découvert au fin fond du désert de Red Rock dans l'Utah, et un autre est apparu à Atascadero en Californie et un autre dans le nord-est de la Roumanie. C'était au début de la pandémie. Les monolithes ont capté l'attention du monde à l'un des moments les plus étranges de l'histoire moderne. Et maintenant, ils sont de retour. En 2024, un monolithe métallique identique à celui trouvé dans l'Utah est apparu au hasard au Pays de Galles cette fois. A-t-il été placé là par les mêmes farceurs qui ont érigé le premier monolithe de l'Utah, ou sont-ils tous le produit de je ne sais quelle espèce extraterrestre comme l'avait suggéré Internet en 2020? Le monolithe au Pays de Galles mesure près de 3 mètres de haut. Il est argenté, brillant et ressemble à quelque chose que vous verriez dans un film de science-fiction. Il est également au milieu de nulle part, dans une colline boueuse où il faut aller exprès pour le trouver. Il ressemble à une sorte de lance brillante plantée dans le sol comme un pieu. Cela a dû demander énormément de travail pour mettre cette chose debout de façon stable. Mais qui en est responsable? Personne ne le sait, mais je peux au moins vous dire qui l'a trouvé. L'ouvrier du bâtiment, Craig Muir, faisait une randonnée lorsqu'il est tombé sur le monolithe. Craig fait cette randonnée tout le temps, donc le monolithe n'a pas pu être là très longtemps ou il l'aurait déjà vu. Et selon ce qu'il a dit, le monolithe ressemblait à quelque chose qu'un ovni aurait juste posé sur le sol. Il n'y avait aucune trace de pneu, aucune empreinte de pas. Il n'y avait aucune preuve que quelqu'un d'autre que Craig ait parcouru les collines boueuses et sans route avec un monolithe immense et les planté là. En tout cas, c'est son avis. Et après que la découverte soit devenue publique, les réseaux sociaux ont paniqué. L'endroit isolé a rapidement été envahi par des touristes curieux.
Il n'a pas fallu longtemps avant que des gens essaient de détruire le monolithe. Ils l'ont quelque peu endommagé, mais n'étaient pas capables d'abattre ce solide morceau d'acier. Tout cela s'est passé en mars, un peu plus d'un mois maintenant, et personne n'est venu revendiquer la responsabilité du monolithe. Et si vous regardez cette vidéo plus tard et vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Mais personne n'a la moindre idée de ce qui se passe ici. Pensez-vous que l'on puisse voir plus de ces monolithes dans les mois à venir? Gardez les yeux ouverts. La disparition des Tartessos. La culture méditerranéenne la plus mystérieuse de l'histoire n'est pas vraiment celle que vous pensez. Non, ce ne sont pas les Étrusques et encore moins les Minoens. Il y a 2500 ans, une civilisation a disparu dans les airs. Mais qu'est-il arrivé à l'ancienne société des Tartessos? Certains les croient être les véritables Atlantes, tandis que d'autres ne sont pas si sûrs. Ce que l'on sait, c'est qu'au 9e siècle avant notre ère, un groupe mystérieux de personnes a formé une civilisation sur la péninsule ibérique. Les historiens pensent que c'était une sorte de groupe mixte de Grecs et de Phéniciens qui auraient fui leur patrie pour coloniser une région riche en ressources. Ils se sont centrés dans la vallée du Guadalquivir et ont commencé à s'étendre. À l'heure actuelle, il y a plus de 20 sites à travers l'Espagne attribués aux Tartessos. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a environ un siècle, les experts ne savaient même pas si les Tartessos existaient vraiment. Les seules références à la société se trouvaient dans des textes gréco-romains anciens. Les archéologues n'avaient trouvé aucune preuve physique et ne savaient donc pas si Tartessos était le nom d'un royaume, d'une ville ou d'une montagne poussiéreuse. Mais maintenant, grâce aux découvertes archéologiques, les experts en savent plus. En 1978, ils ont découvert le site de Canchoroano, l'un des sites tartésiens les mieux préservés. Il y avait 3 pyramides massives ici, chacune orientée vers le lever du soleil. Les murs ont été construits vers la fin du 6e siècle avant notre ère, et les chercheurs ont depuis trouvé des fosses pleines d'ossements d'animaux. Des preuves qu'un temple a été incendié et des bijoux en or et des outils en fer jetés au hasard. Pendant 23 ans, Sebastián Celestino Pérez a été le directeur des fouilles à Canchoroano, et même lui ne comprend pas la culture des Tartessos. Des fosses sacrificielles ont été trouvées où plus de 50 carcasses d'animaux ont été abattues. Les experts ne savent pas pourquoi, et d'autres temples ont été découverts, brûlés jusqu'au sol, apparemment volontairement. Et encore une fois, on n'a aucune raison du pourquoi. Et pendant 400 ans, cette civilisation a dominé le sud de la péninsule ibérique. Ils avaient clairement des croyances religieuses très complexes, impliquant le feu et les sacrifices, mais personne ne peut les comprendre. Les scientifiques ne peuvent pas comprendre ce qui est arrivé aux habitants eux-mêmes. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils ont simplement disparu. Ils ont cessé de construire et ont disparu. Et aucune trace d'une attaque n'a jamais été trouvée. Alors, pourquoi sont-ils partis et où sont-ils allés? Pérez pense qu'ils ont pu subir un tremblement de terre ou même un tsunami. Toute la civilisation pourrait avoir été physiquement balayée de la péninsule, leur ville détruite comme des châteaux de sable à marée haute. Le trésor perdu de l'Esperanza. Un trésor de pirate est perdu depuis au moins 200 ans et personne n'est allé à sa recherche. Le navire Esperanza s'est échoué sur les récifs occidentaux de l'atoll Palmyra en 1816. Selon la légende, les survivants du navire ont laissé derrière eux un immense trésor d'or et d'argent. Et bien que le trésor n'ait jamais été trouvé par les chercheurs, il est censé être encore là, quelque part. Les scientifiques ne sont pas sûrs de son existence, mais cela ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas vraiment partir à sa recherche. Le 1er janvier, l'Esperanza et son équipage de pirates ont quitté le port de Calayo au Pérou. Les Espagnols venaient de piller des trésors dans des temples et ils ont pris tout leur butin volé, ont rempli leur navire et ont pris la mer. Et le 5 janvier, l'Esperanza a été pris dans une tempête, le mât s'est brisé et au milieu du chaos, un assaillant inconnu est apparu et a attaqué le navire. C'est là que les récits commencent à devenir flous. On ne sait pas vraiment si c'est l'Esperanza qui a coulé ou si c'est le navire assaillant qui a sombré. Dans tous les cas, le trésor a été sauvé et tous ceux qui ont survécu au chaos ont pris la mer pour la Chine. Et après 43 jours en mer, les marins ont croisé la route d'une violente tempête et se sont écrasés sur des récifs au bord d'un atoll inexploré. Le navire coulait, mais l'équipage a réussi à naviguer sur 1 kilomètre jusqu'à une petite île où ils ont enterré le trésor. Il faudrait aussi mentionner qu'ils n'ont pas du tout atteint la Chine. Ils ont atterri à Palmyra le 16 juin. Et pendant les 120 jours suivants, les survivants ont lutté pour construire un nouveau navire. C'était en quelque sorte la saison la plus difficile de koh-Lanta.
Ah! Et lorsque le navire fut prêt, 80 personnes prirent la mer en emportant avec elles une petite quantité d'or chacune. Et sur l'île, il restait 10 survivants chargés de garder le trésor. Ils ont attendu 1 an, mais personne n'est jamais revenu pour eux. Il semblerait que les 80 personnes se soient perdues ou se soient noyées. Ou peut-être ont-elles fui avec le peu d'or qu'elles avaient emporté. Les 10 personnes restées à Palmyra étaient encore coincées sur une île déserte avec un trésor gigantesque enterré dans un trou sablonneux. Et elles devaient agir rapidement et en septembre 1817, 6 survivants sont partis sur un radeau très précaire pour trouver de l'aide. Et si vous vous demandez pourquoi tout le monde n'est pas parti, c'est parce qu'apparemment 4 personnes devaient rester sur l'île pour garder le trésor. Le trésor était trop gros et trop lourd pour être déplacé. Ils avaient besoin d'un vrai navire pour transporter leur butin jusqu'au continent. Les 6 personnes n'ont pas réussi. 4 d'entre elles auraient été supposément emportées par une tempête. Les 2 marins restants ont été récupérés par un baleinier américain. Et l'un d'eux est mort d'une maladie. Le seul survivant a été emmené à Mission City, qui est aujourd'hui San Francisco. Il a dit s'appeler James Hines, et malheureusement, James n'a pas survécu. Au départ, il a survécu au voyage, mais arrivé sur le continent, il a été trop malade pour survivre. Et juste avant de succomber, il aurait raconté ce qui s'était passé avec l'Esperanza. Et bien qu'il ait parlé des 4 hommes encore coincés sur l'île avec le trésor, personne ne s'est donné la peine d'aller les chercher. Ce n'est qu'en 1902 que l'histoire est devenue de notoriété publique. Les récits de l'Esperanza ont fait les gros titres des journaux locaux. Et bientôt, les chasseurs de trésors ont envahi Palmyra. Cependant, à ce jour, personne ne sait ce qu'il est advenu du trésor de l'Esperanza. On ignore également si les 4 survivants restés à Palmyra ont réussi à quitter l'île. Les Égyptiens et le métal du ciel. Les anciens Égyptiens savaient transformer les météorites en objets d'une immense valeur. Inscrite en hiéroglyphes à l'intérieur d'une pyramide vieille de 4400 ans, on trouve la phrase suivante. Le roi Ounas saisit le ciel et fonce en fer. Cette ligne de texte semble prouver que les anciens Égyptiens comprenaient l'importance des météorites. Les artisans égyptiens faisaient fondre des pierres de l'espace pour en faire des objets très puissants. Le passage que je viens de lire provient des textes des pyramides. Ces textes sont composés d'anciens sorts, incantations et sortes de leçons. Le texte était écrit sur les murs des pyramides et des tombes à travers l'Égypte, comme justement à l'intérieur de la pyramide du roi Ounas à Saqqara. Saviez-vous que, par exemple, l'intérêt pour les météorites en Europe n'a commencé qu'avec la chute de la météorite d'Ensisheim en France en 1492? L'étude scientifique a véritablement commencé au début du 19e siècle avec un certain Ernest Chladni et son hypothèse sur l'origine extraterrestre des météorites. Et la chute de la météorite de l'Aigle en Normandie, en France, en 1803, a marqué le début des études approfondies sur les météorites et leur origine. Pourtant, les Égyptiens, Babyloniens et Grecs comprenaient la nature des météorites des milliers d'années plus tôt. Les Égyptiens avaient une affection très particulière pour les météorites et le fer qu'elles contenaient. Cela fait se demander combien les Égyptiens savaient sur le cosmos. Et pour mieux comprendre cette fascination, revenons à l'âge du fer un instant. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que l'âge du fer a commencé il y a environ 3300 ans avec l'empire hittite d'Anatolie. Les Hittites ont appris à extraire le fer métallique des minerais. Ils ont maîtrisé la chaleur, découvrant comment fondre le fer dans des forges brûlant au-dessus de 1260 degrés Celsius. Les Égyptiens n'ont maîtrisé cet art qu'il y a environ 2600 ans. Mais ce qui est étrange, c'est que même sans savoir comment traiter correctement le fer, ou plutôt le minerai, les Égyptiens possédaient déjà des objets en fer. Certains des plus anciens objets en fer ont été trouvés dans des sépultures à Gizeh. Ils datent d'environ 3300 ans dans la tombe de la reine Achayette. Les archéologues y ont découvert une amulette en fer vieille de 4000 ans. Et dans la tombe du roi Toutankhamon, un poignard de 3300 ans a été mis au jour, fabriqué en fer. Mais d'où venait donc tout ce fer si les Égyptiens ne pouvaient pas l'extraire du minerai? On en a déjà parlé, il venait justement des météorites. Les tests scientifiques ont prouvé que le poignard dans la tombe de Toutankhamon venait d'espace. D'ailleurs, voici une information très intéressante. Le mot égyptien pour fer est celui-ci, et il se traduit littéralement par fer du ciel. Il n'y a aucun doute que les Égyptiens comprenaient que les météorites venaient de l'espace, ou bien du ciel. Ils savaient que ces météorites contenaient un métal qui pourrait être transformé en objet
plus de 700 ans avant l'avènement de l'âge de fer en Égypte, ce qui faisait d'ailleurs du fer un élément plus rare et plus cher que l'or lui-même. Donc techniquement, les Égyptiens fabriquaient déjà des objets en fer avant même d'être entrés dans l'âge du fer. Et la plus grande question est comment? Comment les Égyptiens comprenaient-ils comment utiliser et façonner le fer céleste? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La ville suspecte au milieu de l'océan. Le plus grand mystère archéologique de l'Océanie n'est pas l'île de Pâques et de très loin. Des ruines découvertes au milieu de l'océan Pacifique pourraient être les vestiges d'une civilisation légendaire. C'est même les vestiges qui se rapprochent le plus de l'Atlantide jamais découvert par l'homme. La ville perdue de Nanmadol, sur l'île micronésienne de Pompéi, est un mystère empilé sur un autre. Nanmadol est en effet une ville, ou plutôt c'était une ville dans les temps anciens. Il se trouve actuellement au sommet d'un lagon avec ses canaux, ses murs de pierre et ses immenses bâtiments brisés et en ruine. Les scientifiques datent les ruines du 1er siècle avant notre ère, bien que la ville puisse être bien plus ancienne. Mais qui au juste vivait au milieu de l'océan Pacifique à la même époque où les Romains conquéraient l'Angleterre? Regardez cette image de Google Earth. Elle montre ce qu'il reste de Nanmadol, qui manifestement n'est plus grand-chose vu du ciel. Vous pouvez voir comment la ville est envahie par la végétation. On dirait qu'une partie a été engloutie par la mer et le reste a été avalé par la verdure. Mais sur place, vous pouvez voir à quel point les ruines sont vraiment impressionnantes. Nanmadol est la seule ville ancienne construite directement sur un récif corallien. Mais qui l'a construite? Les archéologues les appellent les Sodlers, même si ce n'était peut-être pas le nom qu'ils se donnaient eux-mêmes. Ils ont régné sur l'île pendant plus de 1000 ans, et si l'on en croit les légendes locales, leurs esprits hantent encore les ruines la nuit. L'archéologue Richard Engelhardt, ancien conseiller de l'UNESCO, a qualifié Nanmadol de l'un des sites les plus significatifs qui n'a pas encore été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Il a été comparé à l'île de Pâques, car dans la région de l'Océanie, Nanmadol est le seul autre site archéologique majeur. L'île de Pâques reçoit environ 50 000 visiteurs par an, tandis que Nanmadol en voit moins de 1000. Et si vous avez toujours rêvé de voir un lieu ancien qui n'a pas été touché par les touristes, vous feriez mieux de vous trouver un bon bateau. L'histoire des Sodlers est extrêmement obscure. On pense qu'ils ont construit la majorité de Nanmadol après le XIIIe siècle, mais ils étaient arrivés sur l'île bien plus tôt. Et selon la légende, une paire de frères a découvert l'île au VIe siècle. Puis, ils auraient formé une nouvelle société axée sur le culte de la mer. Mais d'où venaient ces frères, ou les Sodlers en général, on l'ignore. Personne ne sait non plus depuis combien de temps les humains se trouvent sur l'île de Pompéi. Mais peut-être que la plus grande énigme est de savoir comment les gens ont pu construire cette ville. Nanmadol a nécessité plus de 680 000 tonnes de pierre, avec une population estimée à moins de 30 000 personnes. Cela aurait dû être un travail impossible. Ils n'avaient pas de poulies, pas de technologie et ils construisaient sur un lagon. Ils avaient de nombreux défis, mais ils devaient être très avancés technologiquement. La pyramide enterrée. La pyramide enterrée, ou pyramide de Sekhemkhet, est une pyramide inachevée qui a été construite il y a 4600 ans. Elle a été construite sous le règne de Sekhemkhet, le deuxième pharaon de la troisième dynastie. C'était à l'aube de l'Égypte ancienne, au début de l'Ancien Empire, lorsque les pyramides devenaient de plus en plus populaires. Personne ne connaissait l'existence de cette pyramide jusqu'en 1951, date à laquelle elle a été découverte par l'archéologue Zakaria Goneim. Il avait remarqué une forme inhabituelle dépassant du sable du désert alors qu'il effectuait des fouilles sur tout un autre site à proximité. La pyramide a été dégagée, son fond a été révélé et ne mesurait que 5,2 mètres de haut et 18,3 mètres d'épaisseur. Mais curieusement, la pyramide était sur le point d'être achevée lorsqu'elle a été abandonnée. Mais ce n'était pas totalement un gâchis. Les archéologues ont creusé jusqu'au cœur de la pyramide, dans un passage scellé et dans une galerie qui contenait un cercueil en bois pourri. Il y avait aussi un petit assortiment de trésors, des bracelets en or, des perles et des jarres. Les jarres portaient le nom de Sekhemkhet, ce qui indique clairement qu'il s'agissait de son lieu de repos éternel. Il a fallu 3 ans aux archéologues pour creuser jusqu'à la chambre funéraire, à l'intérieur de laquelle se trouvait un magnifique sarcophage en albâtre, taillé dans un seul bloc de pierre. Son couvercle était vertical, ce qui est très inhabituel dans les sarcophages anciens.
Il semblait scellé et tout le monde espérait voir l'une des plus anciennes momies royales de l'histoire égyptienne. Cependant, lorsqu'ils ont finalement ouvert l'ancien cercueil, celui-ci était vide. Cela a posé de nombreux problèmes aux historiens. Pourquoi le sarcophage était-il vide mais toujours scellé? Et pourquoi son corps aurait-il été volé alors que l'or se trouvant dans l'autre pièce n'avait pas été touché? Tout cela n'a aucun sens et personne ne sait pourquoi le complexe pyramidal a été commencé mais n'a jamais été achevé. Et suite à la mort très suspecte de Zakaria Gonem en 1959, l'intérêt pour la pyramide s'est estampé et les recherches ont été abandonnées. Quelques fouilles ont eu lieu par la suite, mais la pyramide enterrée reste à ce jour l'un des plus grands secrets de l'Égypte. Le tunnel de Titus. Sous le règne de l'empereur romain Vespasien, au 1er siècle de notre ère, l'une des plus grandes et des plus mystérieuses merveilles d'ingénierie du monde antique a été commandée. L'empereur a fait creuser un tunnel massif à travers une montagne pour détourner les eaux de crue. L'ancienne ville portuaire de Séleucie de Pierrie, située dans l'actuelle Turquie, était constamment menacée d'inondations. Les Romains ont donc creusé un tunnel à travers la montagne pour sauver la ville et ses habitants. Selon l'UNESCO, il s'agit de l'un des vestiges les plus magnifiques de l'époque romaine et il est presque parfaitement préservé, et ses plus grands ouvrages d'art étant toujours intacts. L'empereur Vespasien a lancé le projet de construction, mais celui-ci s'est achevé bien après son départ. Son fils, Titus, a poursuivi les travaux entre 79 et 81 après Jésus-Christ. Puis, l'édifice a été achevé au IIe siècle sous la direction d'Antonin le Pieux. Les empereurs romains avaient l'habitude de s'assurer que tout le monde connaissait la quantité de travail qu'ils avaient accompli et les monuments qu'ils avaient érigés. Et nous connaissons les dates exactes auxquelles certains empereurs ont financé des projets de construction parce qu'ils ont laissé des plaques portant leur nom, comme c'est d'ailleurs le cas pour le tunnel. Séleucie de Pierrie était une ville très importante dans le monde antique, et elle recevait des marchandises exotiques en provenance d'Asie qu'elle vendait dans tout l'Empire. C'est également là que saint Paul, l'un des 12 disciples du Christ, est parti pour son premier voyage missionnaire, l'une des toutes premières missions chrétiennes de l'histoire. Mais la ville n'a cessé d'être inondée. Les ingénieurs de la 10e Légion romaine ont été à l'origine de la construction initiale du tunnel. Il s'agissait apparemment d'un projet public majeur, puisque des légionnaires, des marins et des esclaves ont été utilisés pour creuser le tunnel. Et lorsqu'il a été achevé, le tunnel de Titus mesurait près d'1 kilomètre de long. Cela pourrait sembler peu, mais il faut se rappeler qu'il a été creusé dans la roche et ce n'était pas une mince affaire et c'est l'une des choses les plus remarquables que les Romains aient jamais faites. Et le tunnel est d'autant plus impressionnant qu'il a survécu à toutes ces années en étant à peine endommagé. Et grâce à son rôle dans la dérivation des eaux de crue, la ville de Séleucie de Pierrie a survécu jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Porte des étoiles. La Stargate Capern, ou Porte des étoiles de Capern, ressemble à un portail vers une contrée lointaine dans le cosmos. Ce portail se trouve dans la petite ville autrichienne de Capern, mais ne possède absolument pas de propriétés extraordinaires. Il s'agit tout simplement d'une réplique de la Porte des étoiles de la série télévisée Stargate. Dans la série, on l'utilise pour créer un vortex qui peut transporter quelqu'un sur une autre planète en un clin d'œil. Et ce portail a été réalisé par un artiste local comme un monument ludique, mais il se pourrait qu'il y ait une vraie porte à l'autre bout du monde, au Sri Lanka. Et ne ressemble pas vraiment à un portail. Ce mystérieux cercle, qui aurait toutes sortes de propriétés surnaturelles selon certains, est gravé sur un rocher du site de Ranmasu Uyana à Anuradhapura. Il se trouve à l'intérieur d'un ancien jardin qui servait de lieu de détente à la famille royale du royaume d'Anuradhapura, fondé par le roi Pandu Kabaya en 437 avant notre ère. Ce fut le premier véritable royaume à dominer l'ancien Sri Lanka et son influence s'étendait à tous les coins du pays, le roi étant considéré comme le seigneur suprême et le commandant de tous les habitants de l'île qui étaient pour la plupart bouddhistes. Mais ils ont tout de même été envahis à plusieurs reprises par les royaumes du sud de l'Inde, mais ont réussi à s'accrocher. Ils ont tenu jusqu'en 1017, date à laquelle l'empereur Chola, Rajaraja Ier, a envahi Anuradhapura et la ville est tombée dans le chaos et la ruine. Mais qu'en est-il de la Porte des Étoiles? C'est une chose très étrange, une gravure sur un morceau de pierre plate
qui semblent montrer des symboles inconnus. Et malgré toutes les tentatives, les scientifiques ne savent toujours pas ce que signifient ces symboles, de sorte que l'ensemble semble couvert d'un ancien langage complètement étranger. Il n'y a pas d'explication et les archéologues vous diront qu'il s'agit d'une sorte de calendrier, bien que cela n'ait pas beaucoup de sens. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une porte construite par une civilisation bien plus ancienne pour des raisons obscures. Mais pour l'instant, tout cela reste un très grand mystère. Les cités de la falaise. Les habitations de la falaise de Gila, au Nouveau-Mexique, recèlent des secrets que les archéologues ne peuvent qu'espérer percer. Il y a 1000 ans, une branche très peu connue du peuple natif américain Mogollon a utilisé les habitations de la falaise pour s'installer. Connus sous le nom de Mogollon Mimbres, ils sont apparus vers l'an 1000 dans les terres arides du sud-ouest des États-Unis. Les grottes naturelles creusées par l'érosion dans les flancs des canyons constituaient un excellent endroit pour s'installer. Les anciens se sont mis à construire leurs maisons dans les recoins rocheux où ils sont restés pendant environ 130 ans. Mais ce qui s'est passé avant et après reste un très grand mystère. Des preuves archéologiques montrent que des hommes vivaient dans les abris sous roches il y a au moins 2000 ans. Les habitations de la falaise avaient déjà été habitées et abandonnées lorsque les Mimbres Mogollon sont apparus et ont construit leurs propres habitations troglodytes. Et les scientifiques ont eu beaucoup de mal à répondre à la question de savoir qui étaient ces premiers habitants. La falaise couvre une superficie d'environ 553 acres et les principaux bâtiments étaient abrités à l'intérieur de 5 alcôves principales. Toutes les alcôves donnent sur le Cliff Dweller Canyon et qui s'ouvrent sur la rivière Gila. Mais nous devons supposer que lorsque les gens ont construit leur maison ici, il y avait de la pluie et de la nourriture. Il a fallu énormément de travail pour construire les habitations troglodytes et les habitations en boue et en pierre, et les habitants ont dû donc être très bien nourris et bien soignés. Les preuves trouvées dans les habitations montrent que chaque unité était composée de 10 ou bien de 15 familles. Ces familles vivaient ensemble à l'ombre des rochers et se nourrissaient régulièrement de courges, de maïs et d'haricots. Ils mangeaient probablement aussi de la viande de cerf et de bison lorsqu'ils pouvaient en attraper un. Mais il s'est passé quelque chose en 1130 après Jésus-Christ. Les habitants des falaises ont disparu et personne ne sait où ils sont allés. Il aura fallu un peu plus d'un siècle pour qu'ils abandonnent le canyon, probablement parce que la pluie a cessé de tomber et qu'ils ne pouvaient plus se nourrir. Mais tout cela ne reste qu'une supposition. En réalité, les archéologues ne connaissent pas la vérité sur la disparition du peuple Mogollon. Le triangle de Bridgewater. À peu près tout le monde a entendu parler du triangle des Bermudes. Cette étendue d'eau triangulaire dans l'océan Atlantique qui aurait englouti d'innombrables navires et avions. Mais beaucoup ignorent l'existence de la parcelle de terre triangulaire située entre Providence, Boston et Plymouth aux États-Unis. Il s'agit du triangle de Bridgewater ou comme certains l'appellent, le triangle des Bermudes du Massachusetts. Le triangle est devenu célèbre dans les années 1970 lorsque Loren Coleman, cryptozoologue et auteur de Mysterious America, en a défini les limites. Et ne me demandez pas quel est le lien entre la cryptozoologie et le triangle des Bermudes, des Américains. Loren Coleman a écrit qu'à l'intérieur du triangle se produisaient des choses extraordinairement inhabituelles. Le triangle abrite également certains des sites archéologiques les plus obscurs d'Amérique du Nord, comme Dayton Rock. Dayton Rock est un rocher qui pèse environ 40 tonnes et qui est couvert de mystérieux pétroglyphes. Les pétroglyphes sont fascinants car personne ne sait qui les a réalisés ni ce que ces symboles bizarres sont censés représenter. Et ce n'est là qu'un des sites étranges du triangle. Il y a aussi Hockomock Swamp, une vaste zone humide qui engloutit les personnes qui s'aventurent trop profondément dans ces bourbiers gluants. Les amateurs de paranormal s'en foutent de cet endroit et pensent que de nombreuses victimes sans méfiance ont été emportées par le marais pour ne plus jamais être revues. Et il semblerait même, selon certains récits, qu'un fantôme traîne à Profile Rock. C'est à cet endroit que les Amérindiens de la tribu Wampanoag ont rencontré le roi Philippe et selon les légendes, son fantôme hanterait toujours les lieux. Et en dehors des sites historiques, les activités paranormales y seraient très nombreuses. Des gens y auraient vu Bigfoot,
comme un peu partout aux États-Unis d'ailleurs, qui rôdent le plus souvent près de l'effrayant marécage dont je viens de vous parler. Et certains vont même jusqu'à croire qu'il y aurait un dinosaure ici, aussi fou que cela puisse paraître. Il y a même un sergent de police de Norton, Thomas Downey, qui a déclaré un jour avoir vu ce qu'il a décrit comme un oiseau tonnerre ou un ptérodactyle, une sorte d'énorme créature volante d'une envergure de plus de 3 mètres. Mais la plupart des phénomènes étranges qui se sont produits dans le triangle de Bridgewater ne sont que des oui-dire et des spéculations. Il s'agit néanmoins d'une petite zone de curiosité concentrée et nombreux sont ceux qui pensent que le triangle de Bridgewater a été maudit par les Amérindiens il y a plusieurs siècles. La porte des enfers. Au VIe siècle avant notre ère, une civilisation est apparue dans les vallées centrales de l'actuel Mexique. Il s'agit de la civilisation zapotèque. Centrée autour de Oaxaca et de Mitla, le centre civique et cérémoniel était Monte Alban, une magnifique série de temples et de pyramides construits sur les collines à l'extérieur de la ville de Oaxaca. À son apogée, la civilisation zapotèque comptait un demi-million d'habitants. Et les Zapotèques ont connu une réussite fulgurante et ils étaient extrêmement puissants et tout aussi intelligents que les autres cultures de la Mésoamérique. Ils ont vécu à la même époque que les Mayas, mais loin au nord de la péninsule du Yucatan, dans la jungle guatémaltèque. Mais ce ne sont pas les Mayas qui ont menacé les Zapotèques, mais bel et bien les sanguinaires Aztèques. Et lorsque les Espagnols sont arrivés au XVIe siècle et ont commencé à combattre les Aztèques, les Zapotèques se sont cachés dans leur ville. Ils voulaient éviter de subir le même sort que leurs ennemis, mais ils furent néanmoins vaincus par les Espagnols en 1527. La culture zapotèque commença alors à décliner, mais de façon extraordinaire et n'a pas complètement disparu. Des poches de Zapotèques vivent encore dans le Mexique moderne, parlant même la même langue que leurs ancêtres. Mais parlons maintenant de Mitla, qui n'est pas aussi célèbre que Monte Alban, mais qui n'en reste pas moins un lieu très important. Les Zapotèques pensaient que Mitla était la porte d'entrée entre leur monde et le royaume des morts et l'enfer. C'est là que les membres de l'élite de la société étaient enterrés pour se rapprocher du monde souterrain. Un petit village s'est développé autour du centre cérémoniel, si bien qu'en l'an 100 de notre ère, l'endroit s'était transformé en une ville religieuse fortifiée. Mais aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de Mitla, car le site est en ruine et les archéologues ont encore du mal à rassembler les pièces du puzzle cérémoniel de Mitla. Mais les chercheurs ont identifié des structures en forme de monticules, des cours carrés et un temple particulièrement impressionnant. Ce temple s'appelle Yohopaye, ce qui signifie « maison de la force vitale ». Il y a ensuite les églises construites par les Espagnols pour montrer leur domination sur le peuple zapotèque et sa culture. L'église de San Pablo a été construite à l'endroit exact où les Zapotèques croyaient que vivait la Dame de l'Enfer. Les Espagnols ont placé l'église au-dessus de l'entrée du monde souterrain pour empêcher ce qu'ils pensaient être un démon bien réel de s'échapper. Les Espagnols créaient en effet que le diable ne se manifeste et ne leur cause des ennuis. L'ossuaire de Saint-Florian. Le monastère de Saint-Florian est célèbre pour sa bibliothèque, son orgue exceptionnel et les ossements qui se trouvent dans son sous-sol. Le monastère est situé dans la petite ville autrichienne de Saint-Florian et a été construit au IXe siècle après Jésus-Christ, et ce, pour servir de lieu de culte. C'est d'ailleurs le plus grand monastère de tout le pays et l'un des éléments les plus impressionnants de l'architecture médiévale de la région. Et Saint-Florian était vénéré comme le saint des ramoneurs de cheminées il y a très longtemps, puisque le ramonage était une profession très populaire, il fallait un saint pour les protéger. Et Saint-Florian est également le saint patron de la Pologne. Et depuis 1071, le monastère abrite des chanoines augustins, une communauté de prêtres qui vivent comme des moines. Et la grande bibliothèque a été construite en 1744. Elle contient actuellement environ 130 000 volumes écrits au cours des XVIe et XVIIe siècles. Mais la principale raison de visiter le monastère est de profiter du son de l'orgue exceptionnel qui joue dans la basilique. L'orgue Bruckner, nommé d'après le compositeur Anton Bruckner, est l'un des plus grands orgues en état de marche de la planète. Il compte plus de 7300 tuyaux et 103 jeux et c'est vraiment un objet de pure gloire. Entre la bibliothèque remplie de sagesse médiévale et un orgue spectaculaire, le monastère de Saint-Florian est extrêmement impressionnant.
Mais parlons maintenant de ce qui se trouve sous le monastère. En dessous de l'édifice religieux se trouve une tombe très mystérieuse. C'est d'ailleurs le plus grand cercueil de la collection qui se trouve dans les couloirs froids et effrayants et dans lequel se trouve Anton Bruckner lui-même, le compositeur à l'origine du nom de l'orgue. Il a demandé à être enterré dans la crypte après sa mort en 1896. Il voulait que sa dépouille entende la musique de l'orgue pour le reste de l'éternité. On pense également que Saint Florian est enterré quelque part dans la crypte, mais personne ne sait exactement où. Et de nos jours, le tombeau sert surtout de sanctuaire aux grands compositeurs. Bien que les murs soient tapissés des crânes et des ossements de plus de 6000 personnes décédées. La légende veut que ces ossements appartiennent aux premiers chrétiens qui souhaitaient être enterrés près de Saint Florian. Mais là encore, nous ne savons même pas si les restes du saint se trouvent dans la crypte. La colonne de Marc Aurèle. La colonne de Marc Aurèle se trouve sur la Piazza Colonna à Rome. D'ailleurs, elle n'a pas l'air de grand-chose, c'est une colonne ordinaire comme on en voit dans toutes les colonnades. La plus grande différence est qu'elle est massive, vieille d'environ 2000 ans et qu'elle a été inspirée par une colonne encore plus célèbre. Les historiens pensent qu'elle a été créée par l'empereur Commode vers 180 après Jésus-Christ, et ce, en mémoire de ses parents. Le concepteur de la colonne se serait inspiré de la colonne Trajane, érigée à Rome soit 110 ans plus tôt, en 113 après Jésus-Christ. Et la colonne Trajane a été officiellement construite pour commémorer les campagnes militaires de l'empereur Trajan en Dacie. Mais elle a surtout été créée pour permettre à l'empereur de se vanter de ses victoires comme le faisaient souvent les empereurs. La colonne de Marc Aurèle est monumentale. Elle mesure plus de 37 mètres de haut, mais elle paraît beaucoup plus petite parce qu'une partie de la colonne est enfouie sous terre. Et personne n'a jamais fouillé la partie inférieure de la structure et pour l'instant, le mystère reste entier. Il pourrait y avoir un trésor ou rien de plus que des pierres cassées, ce qui rend la colonne infiniment fascinante pour les chercheurs. Le problème est que personne ne va commencer à creuser sur les places romaines historiques. Cela créerait un mauvais précédent et tout le monde voudrait bientôt déterrer des morceaux de la ville antique, ce qui est déjà un petit peu le cas d'ailleurs. Et bien que la colonne soit nue aujourd'hui, il y avait à l'origine une statue de l'empereur au sommet de la colonne, ce qui la rendait encore plus haute. Au IVe siècle après Jésus-Christ, le monument était indiqué à plus de 52 mètres dans les catalogues régionaux. Il devait y avoir quelque chose d'autre sur la colonne pour qu'elle soit aussi haute. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que l'intérieur est creux et il y a un secret à l'intérieur de la colonne dont la plupart des gens ne soupçonnent même pas l'existence. Les touristes prennent des photos de cet objet tous les jours et ne savent rien de l'escalier en colimaçon qui mène à une plateforme d'observation située tout en haut. Mais l'intérieur est cependant fermé au public et les visiteurs ne sont donc pas admis. La statue de Zeus à Olympie. Il fut un temps où rien n'était plus grand ou plus beau dans le monde antique que la statue de Zeus à Olympie. Elle était la première dans l'ordre chronologique des 7 merveilles du monde antique. Le maître sculpteur Phidias est à l'origine de ce monument mégalithique dédié à Zeus. C'était un véritable spectacle, encore plus grand que la statue d'Athéna au Parthénon. Des pèlerins de toute la Méditerranée se rendaient à Athènes pour voir la statue massive de Zeus, le seigneur de tous les dieux de l'Olympe. La statue s'élevait à plus de 12 mètres de haut et représentait Zeus assis sur son trône céleste. Et sa construction a commencé vers 466 avant notre ère et s'est achevée vers 430 avant notre ère. La statue était constituée d'un noyau de bois dont la couche extérieure était recouverte d'or et d'ivoire. La peau de Zeus était en ivoire pâle, tandis que sa barbe, ses cheveux et ses vêtements étaient faits de feuilles d'or martelées. En outre, la statue était ornée d'argent, de cuivre et de verre, ajoutant des détails très complexes. Et des bijoux ont également été incrustés sur la statue, apportant la touche finale. Et pour renforcer son apparence surnaturelle, la statue était apparemment placée devant un bassin peu profond d'huile d'olive diluée ou pure, par opposition à un simple bassin d'eau dans le cas de l'Athéna Parthénos, ce qui permettait de maintenir une atmosphère humide et d'empêcher toute fissuration des pièces d'ivoire. Mais il est très intéressant de noter que Phidias a fait apparaître Zeus comme une vieille figure paternelle, avec une barbe fournie et de très longs cheveux. Et même des siècles plus tard, on retrouve des traces de cette tradition dans les représentations chrétiennes du Christ Pantocrator.
Le monument a été construit à l'intérieur du sanctuaire d'Olympie, un grand temple achevé 30 années plus tôt. Cependant, si vous visitiez Olympe aujourd'hui, vous ne trouverez pas la statue de Zeus. Malheureusement, elle n'existe plus. Tout ce qui en reste, hélas, est un tas de décombres. Mais à cette époque, la statue de Zeus était plus qu'une simple statue. Elle était la représentation physique de leur dieu sur terre. Et dans les ouvrages historiques, on l'appelait le dieu et non pas simplement la statue. À l'époque, les sculptures des dieux étaient censées relier le monde des dieux au nôtre. On raconte même que lorsque l'artiste Phidias a terminé la statue, il aurait demandé à Zeus s'il l'aimait. Le tonnerre aurait jailli du ciel et la foudre ouvrit un trou dans le sol, signe que Zeus l'approuvait. Une rumeur veut même que l'excentrique empereur romain, Caligula, ait tenté de voler la statue pour Rome, et ce, 400 ans après sa construction. Il n'y est pas parvenu, mais environ 600 ans plus tard, l'empereur Constantin Ier aurait enlevé la statue et l'aurait transportée à Constantinople. Ce qu'il advint ensuite de la statue reste un mystère complet. Certains pensent qu'elle a été détruite par un tremblement de terre, tandis que d'autres historiens suggèrent qu'elle a probablement été brûlée dans un incendie vers 475 après Jésus-Christ. Et le temple d'Olympie, où se trouvait la statue, a été gravement endommagé par des tremblements de terre, des incendies et des invasions. Et on pense que la statue a probablement été détruite ou fondue pour les matériaux précieux qu'elle contenait, tels que l'or et l'ivoire. Aujourd'hui, il ne reste que des descriptions et des dessins de la statue, ce qui en fait très certainement l'une des plus grandes pertes de l'art et de l'architecture antique. Le Colosse de Rhodes. Le Colosse de Rhodes était l'une des merveilles du monde antique les plus éphémères, puisqu'il n'est resté debout que 54 ans avant d'être détruit. Cependant, pendant un demi-siècle, le Colosse a été l'un des plus grands monuments de la planète. Il s'élevait à près de 33 mètres de haut et était entièrement fait de bronze massif. Et la statue a été façonnée sous la forme d'un homme surplombant la ville grecque de Rhodes et elle a été construite pour commémorer le triomphe de Rhodes sur ses ennemis. L'histoire du Colosse remonte à 305 avant notre ère, lorsque Rhodes était un port de commerce prospère sur la petite île grecque du même nom. Rhodes était si prospère qu'Antigone le Borgne, l'un des principaux successeurs d'Alexandre le Grand, qui venait de s'emparer de la Macédoine, envoya son fils détruire la ville. Démétrios Ier assiège la ville, mais au bout de 12 mois, il est contraint d'abandonner ses efforts. Et pour célébrer ce triomphe, les citoyens de Rhodes ont créé une statue massive de leur dieu solaire préféré, Hélios. Ils ont financé ce grand monument en vendant le matériel militaire laissé par la force d'invasion qui avait échoué. Le colosse a été construit par un sculpteur renommé, Charès de Lindos, et le sculpteur venait tout juste de terminer la construction d'une statue massive de Zeus et a commencé à travailler sur le colosse vers 292 avant notre ère. Et la construction du monument aurait duré 12 années au total. Pour commencer, un socle de marbre blanc a été placé à l'entrée de la baie de la ville, et ensuite, un squelette de fer de 33 mètres de haut a été construit et recouvert d'épaisses plaques de fer. Enfin, la statue a été achevée en 280 avant notre ère. Malheureusement, en 226 avant Jésus-Christ, un tremblement de terre dévastateur a provoqué l'effondrement du colosse, et qui s'est brisé au niveau du genou. Et malheureusement, il ne reste plus aucune trace du colosse aujourd'hui. Les jardins suspendus de Babylone. Si l'on en croit les historiens de l'Antiquité, les jardins suspendus de Babylone étaient tout simplement les jardins privés les plus luxueux du monde entier. Selon Flavius Joseph, célèbre historien qui a vécu entre 37 et 100 après Jésus-Christ, les jardins suspendus étaient immenses. Il les décrit comme étant situés dans le palais du roi Nabuchodonosor II de Babylone. Et ce jardin légendaire aurait été situé dans l'ancienne ville de Babylone, sur la rive orientale de l'Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Et les jardins étaient protégés par de très hauts murs soutenus par des piliers de pierre. Ils étaient riches d'une grande variété d'arbres, de fleurs et d'autres plantes luxuriantes. Et le roi aurait commandé ces jardins pour rendre heureux sa reine qui aimait passionnément la nature et souhaitait un endroit tranquille pour se détendre au palais. Et bien que le contenu exact des jardins soit inconnu, les récits historiques décrivent de vastes vergers d'amandiers, d'oliviers, de poiriers, de grenadiers et de figuiers. Il devait y avoir une abondance de fruits et de légumes en quantité suffisante pour satisfaire tout le palais. Toutes ces plantes faisaient partie d'une oasis suspendue alimentée par un système d'aqueducs et de canaux.
De plus, le jardin était suspendu environ 23 mètres au-dessus de la ville aujourd'hui désertique de Babylone, ce qui en aurait fait à l'époque un spectacle tout bonnement époustouflant. Cependant, le plus grand problème est que personne n'a jamais pu confirmer l'existence des jardins suspendus de Babylone. Malgré des décennies de recherches, les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve physique de l'existence des jardins. Et si certains affirment que les jardins faisaient partie du palais de Babylone, d'autres suggèrent qu'il aurait pu être situé dans la capitale assyrienne de Ninive ou dans la ville de Suse, qui se trouve aujourd'hui dans l'Iran. Quoi qu'il en soit, les modèles informatiques basés sur les descriptions historiques montrent que cet endroit n'était pas seulement beau, mais qu'il représentait aussi une incroyable prouesse d'ingénierie. Mais qu'en pensez-vous? Les jardins suspendus de Babylone étaient-ils qu'un mythe ou ont-ils vraiment existé? Dites-le moi dans les commentaires. Le phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie est resté un mystère total jusqu'à ce que ses vestiges soient redécouverts par des archéologues français en 1994. Jusqu'à cette date, personne ne savait même où se trouvait le phare à l'origine. Cette structure géante a été construite entre 280 et 247 avant Jésus-Christ, et ce, à l'extrémité nord de l'Égypte, dans la baie menant à la ville d'Alexandrie. Il a été commandé par Ptolémée Ier, l'homme qui est resté à la tête de l'Égypte après la disparition d'Alexandre le Grand. Bien que Ptolémée soit mort avant que le phare ne soit terminé, son successeur a assisté à sa mise en service. Et le phare était vraiment énorme, dépassé en hauteur par un seul monument sur la planète à l'époque, et lui aussi était en Égypte, à savoir la grande pyramide de Gizeh. Il est resté pendant des siècles l'une des structures les plus hautes de la planète, avec une hauteur estimée à 101 mètres. Et le phare était doté d'une flamme éternelle et un miroir poli dirigeait sa lumière sur l'eau. Et comme de nombreuses structures magnifiques de la Méditerranée, le phare d'Alexandrie a été détruit par 3 tremblements de terre entre 956 et 1323 après Jésus-Christ. La dernière secousse faisant s'écrouler la tour. Certains vont même jusqu'à penser que ces pierres ont été réutilisées pour la construction de la citadelle de Qaitbay, qui, contrairement au phare, est toujours debout. Le mausolée d'Halicarnasse. Le mausolée d'Halicarnasse était autrefois l'une des tombes les plus grandes et les plus impressionnantes de la planète. Après tout, c'était l'une des 7 merveilles du monde antique. Le mausolée a été construit en 350 avant notre ère, pour Mosul, le souverain de la Carie, une nation perse semi-indépendante, située dans le sud-ouest de la Turquie et dont la capitale était Halicarnasse. Et c'est d'ailleurs à Halicarnasse qu'est né le célèbre historien Hérodote au 5e siècle avant notre ère. Mosul était vénéré pour avoir apporté une nouvelle ère de prospérité à la ville. Il a construit plusieurs nouveaux temples et développé des villes côtières, tout en établissant de meilleures routes commerciales dans toute la Méditerranée. Et à sa mort, son mausolée se devait d'être grandiose pour commémorer tout ce qu'il avait accompli. Une immense structure de marbre ornée de sculptures a été construite, brillant d'un blanc très pur sous le soleil brûlant. Ce monument était si impressionnant que les gens venaient de partout pour le contempler et rendre hommage au souverain défunt. D'ailleurs, Pline l'Ancien, le célèbre historien romain du 1er siècle de notre ère, a décrit le mausolée comme étant long de 134 mètres et couronné d'une étonnante statue représentant un char à 4 chevaux. Les fouilles modernes menées dans les ruines d'Halicarnasse ont montré que les mesures de Pline n'étaient pas si mauvaises. Les archéologues ont en effet identifié les ruines des colonnes qui soutenaient autrefois le toit du mausolée, ainsi qu'un fragment de l'une des roues du char qui ornait la structure. Le mausolée s'est effondré vers le XIIIe siècle pour des raisons naturelles. Par la suite, la plus grande partie de son marbre a été emportée pour construire les murs du château de Bodrum, en Turquie. Le temple d'Artémis. Il y a environ 2500 ans, Éphèse était la plus grande ville d'Asie mineure. C'était un port grec connu dans toute la Méditerranée pour son charme. Et en 550 avant notre ère, le roi Crésus construisit le monumental temple d'Artémis, l'une des merveilles les moins connues du monde antique. Et bien qu'il ressemble à d'autres temples grecs, il est exceptionnellement massif. Le temple comptait plus de 100 colonnes de marbre, chacune ornée de reliefs sculptés, d'une longueur d'environ 107 mètres et d'une largeur de 57 mètres. Il était orné de nombreuses statues de guerrières amazones et de têtes de lion,
et le temple étaient dédiés à Artémis, la déesse grecque de la chasse et de la nature sauvage et qui partageait des similitudes avec l'ancienne déesse de la terre, Cybèle. Et le temple d'Artémis a probablement été le théâtre de sacrifices rituels très brutaux, au cours desquels des fidèles amenaient des taureaux pour qu'ils soient abattus au nom de la déesse, laissant leur sang tacher le sol du temple. Et contrairement à de nombreuses merveilles antiques, victimes de tremblements de terre ou de guerre, le temple d'Artémis a connu un destin très différent. Il a été détruit par un pyromane nommé Érostrate qui l'a réduit en cendres le 21 juillet 536 avant notre ère. Érostrate a commis cet acte odieux dans l'intention d'acquérir une certaine notoriété, ce qui lui a d'ailleurs réussi puisque nous parlons encore de lui 2300 ans plus tard. Sainte Sophie. Hagia Sophia, prétendante au titre de 8e merveille du monde antique, se dresse comme une merveille architecturale dans la ville moderne d'Istanbul. Construite à l'origine comme basilique chrétienne il y a plus de 1500 ans, l'empereur Constantin de l'Empire byzantin en a ordonné la construction en 360 de notre ère. La structure initiale était modeste, avec un toit en bois simple sans ornement extravagant. Cependant, elle a subi un incendie dévastateur lors des émeutes de Constantinople en 404 de notre ère. L'empereur Théodose II entreprit alors de la reconstruire et près d'un siècle plus tard, elle fut à nouveau victime d'un incendie et fut entièrement démolie en 532. La troisième et dernière version de Sainte Sophie, celle qui existe encore aujourd'hui, a été entièrement reconstruite et achevée en 537. Elle est restée un important lieu de culte chrétien jusqu'à l'époque des croisades, lorsque Mehmed, le conquérant, s'est emparé de Constantinople en 1453. Sainte Sophie a alors subi une transformation, passant d'un lieu de culte chrétien à une mosquée. Elle conserve d'ailleurs toujours son importance pour les chrétiens et les musulmans. Après avoir servi brièvement de musée, elle a été reconvertie en mosquée. La Grande Pyramide de Gizeh. La Grande Pyramide de Gizeh est sans aucun doute l'une des structures les plus reconnaissables et les plus emblématiques du monde entier. Pourtant, un grand nombre de personnes ignorent l'apparence qu'elle avait à l'origine. Juste après sa construction, et pendant des siècles, la Grande Pyramide de Gizeh avait une apparence très différente et frappante. Il s'agissait d'un triangle blanc massif avec une pierre de couronnement pointue en or, bien différent des blocs bruns altérés et croulants que l'on voit aujourd'hui. Et selon le professeur adjoint Mohamed Megahed de l'Institut tchèque d'égyptologie de Prague, la pyramide était autrefois recouverte de calcaire blanc. Cette enveloppe de calcaire donnait à la pyramide un aspect lisse et poli, la faisant briller sous le soleil brûlant de l'Égypte. Et on pense que les bâtisseurs se sont servis d'environ 6 millions de tonnes de calcaire pour achever cette impressionnante structure. Et depuis toujours, des rumeurs ont circulé suggérant que la grande pierre de couronnement en or avait la capacité de conduire l'électricité. Oui, bien avant Gims. Bien qu'il n'y ait aucune preuve archéologique concrète à l'appui de cette affirmation. Et contrairement aux théories, toutes les preuves archéologiques indiquent que la pyramide a été commandée pour le pharaon Khéops après sa mort en 2528 avant notre ère. Elle a servi de monument grandiose au puissant pharaon, mais cependant, environ 1000 ans plus tard, sous le règne du roi Toutankhamon, la façade de calcaire blanc de la pyramide a commencé à être démantelée et pillée. Et cela s'est poursuivi jusqu'au XIIe siècle de notre ère, lorsque tout le calcaire blanc et brillant a disparu et que même la pierre de couronnement en or a été volée. En conséquence, la pyramide perdit son éclat et prit l'aspect terne et brun que l'on connaît aujourd'hui. Sigiriya. Sigiriya, déclarée 8e merveille du monde par l'UNESCO, rien que ça, est un site très impressionnant situé dans le district de Mattal, au Sri Lanka. Il s'agit d'une ancienne forteresse rocheuse avec un palais perché au sommet d'un rocher colossal. Appelé localement le rocher du lion, la seule entrée de la forteresse se fait par une énorme gueule de lion faite de briques et de plâtre. Et bien que Sigiriya ne soit pas aussi ancienne que les merveilles originelles, elle a été construite vers 477 de notre ère, et ce par le roi Kashyapa. Le rocher était déjà habité depuis le IIIe siècle, mais il a acquis une très grande notoriété lorsque le roi Kashyapa a décidé d'y établir sa capitale.
Ayant obtenu son trône en assassinant son père et en exilant son frère, le roi craignait le retour de ce dernier et choisit de se cacher dans son palais nouvellement construit au sommet du Rocher du Lion. Cependant, la lâcheté de Kashyapa l'a finalement conduit à sa perte. Il fut assassiné et son palais subit d'importantes destructions. Par la suite, Sigiriya a servi de monastère bouddhiste pendant près d'un millénaire avant d'être complètement abandonné. Petra. Petra, qui mérite d'ailleurs une place parmi les merveilles du monde antique, est actuellement reconnue sur la liste des 7 merveilles du monde moderne. Cette cité perdue est restée cachée jusqu'à sa redécouverte en 1812. Et ce, malgré sa très riche histoire qui s'étend sur plus de 2000 ans. Fondée vers 312 avant notre ère, Petra est l'une des plus anciennes métropoles de la région. Elle était la capitale du royaume nabatéen, un centre de commerce très animé où les marchands et les caravanes sur la route de la soie trouvaient un répit dans leur périple à travers les déserts du Moyen-Orient. Les premiers bâtisseurs de Petra, une civilisation qui a sculpté la ville dans les parois des falaises massives, ont migré d'Arabie vers la Jordanie au cours du VIe siècle avant notre ère. Cependant, Petra n'est pas un simple monument comme le laissent entrevoir les photos. Elle compte environ 8800 tombes dont la plupart se trouvent dans un mausolée connu sous le nom de Khazné que l'on peut traduire par trésorerie. Et avant la naissance du Christ, au 1er siècle de notre ère, on estime que Petra abritait 30 000 personnes dans ses habitations troglodytes. Et malgré sa situation désertique, la population de Petra a survécu grâce à un système très sophistiqué de canalisation d'eau. Ce réseau très complexe permettait d'acheminer l'eau douce depuis des sources éloignées et de la stocker pour l'utiliser pendant les mois secs. Malheureusement, les Nabatéens ont fini par être renversés par les Romains vers 106 avant notre ère. Ensuite, les Romains eux-mêmes abandonnèrent l'avant-poste du désert environ 2 siècles plus tard. Et pendant les 2 millénaires qui suivirent, Petra devint un lieu de résidence pour des tribus nomades et pour des éleveurs de chèvres. Et ce livre terrifiant, découvert en Égypte, soulève de sérieux doutes sur nos origines. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.